Si vous êtes comme moi, que vous consommez du contenu sur les finances personnelles, j'aime ça savoir, est-ce que la personne qui me parle par son contenu sur les finances personnelles suit ses propres conseils? J'aime ça avoir un peu d'informations, à savoir, est-ce que j'ai quelque chose en commun avec cette personne-là? Est-ce que vraiment les conseils qu'elle donne, ça peut s'appliquer dans ma situation? Dans cette optique-là, je dévoile aujourd'hui mon bilan 2025. OK, c'est pas les premières fois, évidemment. À chaque épisode, je parle un petit peu de moi. Là, l'épisode d'aujourd'hui, je vais faire un update par rapport à ma situation 2024 que j'ai souligné aux épisodes 85-86 en janvier 2025. Je parlais de mon allocation d'actifs, variation de valeur nette en 2024. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, c'est la suite. On parle de mon bilan au 31 décembre 2025. Restez à l'écoute. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Alors, c'est ça, je fais du contenu en finances personnelles. Je propose un plan en 5 étapes pour atteindre l'indépendance financière, avoir la paix financière, devenir propriétaire. Et puis, j'applique moi-même les principes que je mets de l'avant sur le podcast en finances personnelles. Dans un souci de transparence, je vous parle de mon année 2025 qui vient de passer, puis je fais des liens avec les principes, OK? Parce que je ne suis pas convaincu que ça vous intéresse tant que ça de connaître tous les détails de mes finances personnelles en 2025. Donc, je vais faire ça quand même sommairement aujourd'hui, mais c'est quand même un exercice que je me force à faire, que je vais continuer à faire, je pense, pour les prochaines années. Je commence. De mon côté, en 2025, il y a eu quelques événements dans mes finances personnelles dignes de mention. Entre autres, on a vendu notre condo à Montréal pour acheter une nouvelle maison à Chambly. Ce faisant, on a fait un upgrade. Le condo valait un certain prix. La maison à Chambly valait 100-150 000 plus cher. Donc, on peut dire qu'on a upgradé notre maison, notre logement. Ça, en passant, on a payé cash pour faire l'upgrade, on n'est pas allé s'endetter. Je fais le lien avec la stratégie de l'intérêt déductible d'impôt. Si j'étais pour m'endetter pour upgrader ma maison, ben l'intérêt sur le nouveau prêt ne serait pas déductible d'impôt. Donc, avec la stratégie de l'intérêt déductible d'impôt, l'idée, c'est que oui, on va peut-être prendre un prêt pour la première maison qu'on va acheter, mais c'est tout. Ensuite, les seuls autres prêts qu'on va prendre, ça va être des prêts d'investissement, puis éventuellement, notre maison va être payée au complet, puis idéalement, on ne voudrait plus jamais utiliser de prêt qui est non déductible d'impôt. OK? Donc, j'ai appliqué ça en 2025. Ensuite, en 2025, un autre gros changement, pour moi, ça a été un mariage. Ma femme et moi, nous avons unifié nos futurs, nos avenirs. Il y a eu un coût au mariage, on a gardé ça quand même raisonnable. On n'a pas fait un gros mariage. Le plus important là-dedans, pourquoi que je le mentionne, c'est qu'on a mergé nos finances. Donc ça va peut-être être des épisodes dans le futur. Je vous ai parlé qu'on a commencé à utiliser un compte conjoint et on a commencé à utiliser le logiciel YNAB. J'essaie d'arrêter d'utiliser le logiciel Quicken que j'ai utilisé pendant 20 ans. J'ai déjà parlé de ce logiciel-là, comment je l'ai utilisé pour faire mon budget. Maintenant, j'ai voulu moderniser ça en ayant un nouveau départ comme ça, maintenant qu'on combine nos finances. Depuis le mois de janvier 2026. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est passé en 2025 qui a rapport quand même avec mes finances personnelles. Un mariage, évidemment, avec ça, moi, j'investis dans mon bonheur. L'idée d'aller vers l'indépendance financière, d'accumuler une certaine somme, d'avoir sa maison, c'est bien beau, mais reste qu'à la base, OK, la famille, son partenaire de vie, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est la priorité
pour moi. Donc, ça, c'était un événement très heureux et j'en parle parce que ça a quand même certains impacts dans les finances personnelles. Et je vais peut-être vous revenir avec justement notre expérience là, de combiner nos finances, avoir un compte conjoint pour tous nos dépenses, tous nos revenus et puis l'utilisation du logiciel YNAB. YNAB, c'est You Need a Budget. Ce n'est pas quelque chose dont je vais parler plus en détail aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a commencé en 2025. Donc, c'est pour ça que j'en parle ici. Ensuite, 2025, c'était la première année complète post-vente-acquisition de mon ancien employeur. J'ai un volet entreprise. OK? J'ai vendu les parts dans l'entreprise où j'étais actionnaire, donc où est-ce que j'étais employé. J'avais des parts, je les ai vendues en 2024 et j'ai racheté une partie de cette entreprise-là que je possède toujours aujourd'hui. Donc, présentement, en 2026, je fais du courtage hypothécaire, mais j'ai aussi cette entreprise-là. Je fais un petit peu des deux. Principalement, je fais le courtage hypothécaire. Mais quand même, 2025, c'est la première année complète post-vente de mes actions dans l'entreprise où je travaillais. Donc, ça change un petit peu la structure, comment que je me verse un salaire versus mon incorporation. Donc, tout ça, c'est en évolution. J'en parle parce que ça fait partie des changements qui ont eu lieu en 2025. Allons-y avec la valeur nette au 31 décembre 2025. Donc, le chiffre en 2024, 31 décembre 2024, c'était 2,1 millions environ. La valeur nette a augmenté de 160 000 au 31 décembre 2025 à 2 275 000 $. Donc, ça, c'était la valeur nette. Je vous rappelle, la valeur nette, c'est quoi? La valeur nette, c'est les actifs moins les passifs. C'est tout ce qu'on possède, la valeur, moins les dettes. Comment ça se découpe, ce 2 275 000-là? Eh bien, ça se découpe assez simplement en 4 parties. La plus grande partie, ce sont les placements pour 1 million en placement en CELI et REER. Ensuite, le deuxième plus gros actif, c'est la maison, valeur de 825 000. Ensuite, une valeur d'entreprise et une balance de vente pour environ une valeur de 300 000 $. Et finalement, le quatrième item de mon actif net, on va parler de 150 000 $ en liquidité, cash, fonds de roulement dans l'entreprise, etc., fonds d'urgence. Fonds d'urgence, j'en ai souvent parlé sur le podcast, encore une fois, on revient à un concept important, on pense à notre accumulation de richesse. Souvent, on va être très concentré sur nos investissements, nos placements, nos REER, nos CELI. On veut maximiser ça le plus possible, mais là, vous faites dire, oui, mais ça prend un fonds d'urgence, un fonds de roulement, particulièrement si on est à notre compte, on est travailleur autonome. Je vous dirais que le fonds d'urgence, fonds de roulement, il est encore plus nécessaire parce que nos revenus ne sont pas garantis ou stables. Ça dépend de notre situation. Bon, vous voyez, dans mon cas, ici, là, au 31 décembre, j'avais 1 million en placement versus 150 000 en fonds de roulement, cash, fonds d'urgence. Donc, tu sais, je me garde un bon coussin à ce niveau-là. Ensuite, niveau endettement, au 31 décembre 2025, c'était assez simple la situation dette versus actif. C'était 0 dette. Nous n'avions aucune dette au 31 décembre. Donc, tout, dans le fond, là, quand je dis 825 000 pour la maison, c'est que j'avais la maison avec aucune hypothèque attachée, aucun prêt par rapport au placement, aucun prêt par rapport à la balance de vente ou à la valeur de l'entreprise. Donc, tout ça, on possède ça sans avoir de dette. Puis, évidemment, le cash, il n'y a pas de dette. C'était 0 %. Ce n'est pas toujours le cas parce qu'en 2026, après ça, j'ai quand même utilisé l'effet de levier. Donc, ça, je vais en parler au début 2027 quand je vais parler de mon bilan 2026. J'utilise quand même un petit peu l'effet de levier pour investir. Je vous expliquerai ça une autre fois, mais au 31 décembre 2025, c'était 0 % de dette. Et puis, oui, peut-être autre petit détail par rapport à l'actif net, ici, la valeur nette. Je reviens sur la question du mariage. Là, je suis encore dans la valeur nette ici, un petit peu à mon nom. Je n'ai pas encore tout ramené, mais évidemment, lorsqu'on va regarder notre valeur nette, souvent, en tout cas quand je la regarde pour les clients qui viennent me voir, j'aime ça la regarder pour le couple. On s'engage dans le futur ensemble
ensemble, on est partenaires. Lorsqu'on va regarder notre retraite, c'est pas comme une personne va prendre sa retraite puis l'autre va la prendre une autre fois. Tu sais, on est ensemble là-dedans. Donc, éventuellement, la valeur nette ici que je vais présenter, peut-être l'année prochaine, je vais présenter la valeur nette combinée. Là, ici, il y aurait des petits ajustements à faire pour combiner là, les actifs de ma femme puis les miens, mais on est presque là, dans le fond. Ça, je le mentionne par rapport au mariage puis aux actifs. Ensuite, actifs avant impôt, après impôt. Les dernières fois, j'en avais parlé aussi, tu sais, de tout l'actif net qu'on a. C'est intéressant de regarder c'est quoi la partie de cet actif-là qui est de la valeur après impôt versus avant impôt. OK? Dans mon cas ici, on va parler sur 2,2 millions, on va parler de 800 000 qui est en REER, donc c'est de l'argent qui est avant impôt, puis on a pratiquement 1,5 million d'actifs qui est net d'impôt. Tu sais, souvent, quelqu'un pourrait, ceux qui font beaucoup d'immobilier, ils vont avoir beaucoup d'actifs avant impôt s'ils ont un grand gain en capital latent ou s'ils ont beaucoup d'argent dans l'entreprise ou si on a juste de l'argent dans nos REER. Ça se peut que ce soit tout de l'argent qui devra être imposé plus tard. Dans mon cas, il y en a quand même une bonne partie où l'impôt a déjà été payé. Ça, c'est pour ce qui est de la séparation avant ou après impôt. Ensuite, côté placement, le fameux million aussi là, en placement, j'en ai parlé là, beaucoup dans les dernières semaines avec le livre Le chemin simple vers la richesse. On a parlé, c'est quoi mon pourcentage d'actions versus obligations? C'est quoi ma répartition de mes placements? Dans le passé, OK, je n'ai pas toujours utilisé juste des fonds indiciels. J'ai été tenté, moi aussi, dans le passé, d'utiliser du buy and hold sur des titres individuels. Maintenant, tout ça, c'est derrière moi. Mon allocation d'actifs avant était plutôt 80% actions, 20% obligations. Maintenant, j'ai ramené ça à 60-40%. Donc maintenant, tous les placements, j'ai beaucoup simplifié toute cette structure-là, un peu pour m'aligner avec mon profil d'investisseur, m'aligner sur un petit peu les meilleures pratiques, ce qu'on a entendu dans le livre Le chemin simple vers la richesse. Donc, j'ai migré vers un seul fonds, tu sais. Pendant une période de temps aussi, j'avais plusieurs fonds indiciels, évidemment des FNB que j'avais depuis 2013. À ce moment-là, ça n'existait pas encore les fonds en allocation, en répartition d'actifs comme ça existe aujourd'hui. Mais maintenant, j'utilise ça. Donc, ça simplifie beaucoup tout le volet placement. Et puis, j'ai une bonne diversification et j'ai des placements qui correspondent à mon profil d'investisseur. OK? Super important, ce côté-là. Ça, c'est pour le côté placement. Maintenant, je vais y aller avec les revenus. En 2024, là, l'année passée, j'avais fait 2 épisodes différents. J'avais parlé du bilan à un épisode, j'avais parlé des revenus à un autre épisode. Là, rapidement, je vais parler des revenus pour 2025. Encore là, c'est ça, je ne sais pas à quel point là, tout ça intéresse, mais j'y vais là, rapidement, encore là, par transparence. Dans le fond, 2025, les revenus de travail, OK, on va le voir comme ça, ou en fait, les revenus de travail, c'est à peu près 140 000, OK, avant impôt. J'ai un 100 000 là-dedans qui provient donc de mon entreprise IPQuery, puis j'ai un 40 000 qui vient de mes revenus de courtage hypothécaire. Ensuite, c'est des revenus passifs, tu sais, j'ai de l'intérêt sur ma balance de vente, la vente de mon entreprise. Ensuite, il y a de l'appréciation des placements. 2025, ça a été une bonne année côté bourse, malgré que lorsque j'ai fait l'achat de ma propriété, temporairement, j'ai vidé mon CELI parce que j'ai dû acheter la maison avant de vendre le condo. Donc, comme je ne voulais pas avoir trop gros endettement à ce moment-là, je voulais réduire mon risque, j'ai vidé mon CELI, puis acheté ma nouvelle maison. Donc, il y a eu une période en 2025 où est-ce que j'ai sorti des placements. C'est simplement, moi, je le sentais mieux de cette façon-là. Puis, une fois que j'ai vendu mon condo, ben là, j'ai pu reprendre mes fonds, puis j'ai pu remettre les fonds dans mon CELI. Donc, j'ai eu comme une période de quelques mois là, où est-ce que j'ai sorti mes placements, puis que je les ai remis. Je les ai remis en janvier, en fait, 2026, parce qu'on ne peut pas sortir ça comme on veut, puis rentrer à tout moment pendant l'année. Il faut faire attention en passant avec le CELI. Mais moi, c'était déjà prévu comme ça. Je le savais que j'allais le sortir durant l'année, mais
puis que j'allais probablement le remettre là, au début 2026. Puis c'est ce qui s'est passé. Ensuite, environ 100 000 là, d'appréciation des placements. Ça fait partie des revenus. J'ai eu une perte de 50 000. Ça, c'est de la dépréciation de mes entreprises, justement, Epiquery, parce qu'il y a eu une baisse de revenus quand même par rapport à l'année précédente. C'est une entreprise, on ne contrôle pas tout. Donc ça, c'est juste moi qui ai décidé de diminuer la valeur que j'attribuais à mes actions de cette entreprise-là. C'est un placement privé, donc il n'est pas vraiment coté en bourse. Il n'y a pas vraiment personne qui va émettre une valeur là-dessus. Mais juste pour moi, dans mes livres, j'essaie de garder ça le plus fidèlement possible. J'ai diminué la valeur comme ça parce qu'il y avait une baisse des ventes. Puis, j'ai peut-être fait un gain en capital de par la vente du condo aussi. Ça, c'est toujours comment on calcule notre valeur nette par rapport à la valeur de notre propriété, notre résidence principale. Tant qu'on ne l'a pas vendue, on n'est pas certain qu'elle a cette valeur-là. Il faut y aller un petit peu au pif. Puis, on avait demandé un certain prix pour le condo. Ça a pris quand même quelques mois, mais finalement, on a eu notre prix. On enlève ensuite la commission du courtier immobilier. Puis ça nous donne un gain par rapport à la vente de la résidence principale que je calcule ici aux alentours de 100 000. Ça, normalement, en réalité, c'est pas juste un gain de 2025, c'est une augmentation de valeur qui a eu lieu dans les 5 années qu'on a détenu notre condo à Montréal. L'augmentation de valeur, c'est pas faite en une seule année, évidemment, mais il a été réalisé à ce moment-là, en 2025. C'est pas mal tout, dans le fond. Ça vous dévoile un petit peu les chiffres, mes chiffres 2025. En conclusion, mon cheminement vers l'indépendance financière n'est pas terminé. Je ne suis pas à la retraite, je travaille encore. Par contre, le fait d'avoir accumulé un certain montant d'argent m'a donné la confiance de partir à mon compte, faire ce que j'aime, lancer un podcast, donner l'information par rapport à ce que j'ai appris. Donc, c'est vraiment ce qui me passionne. Puis ensuite, c'est de pouvoir aller aider des gens un à un dans leur cheminement à répondre à leurs questions spécifiques. Donc, moi, c'était ce que je voulais faire. Dans le fond, je suis devenu le courtier hypothécaire que j'aurais voulu avoir avant de quitter mon emploi puis de devenir moi-même courtier hypothécaire. Donc, quelqu'un qui a l'expérience, qui a accumulé un certain patrimoine puis qui peut m'aider dans mon cheminement vers l'indépendance financière. Le message le plus important, je pense, c'est qu'on n'a pas besoin de rien de compliqué. Nos placements, ultimement, c'est pas là qu'on devrait comme vraiment passer tellement de temps. C'est plus payant de passer du temps sur notre travail, sur ce dans quoi on est bon, puis d'investir peut-être même de l'argent, devenir propriétaire de notre travail. Je pense que c'est ça qui est le plus payant à long terme. Pour ce qui est des placements, on peut y aller avec des solutions assez simples. Moi, c'est vraiment vers cette direction-là que je m'en vais. Ensuite, le budget, l'endettement. Vous voyez, l'utilisation au 31 décembre 2025, aucune dette. Donc maintenant, quand je veux acheter une voiture, quand je veux upgrader ma maison, bien, j'accumule les fonds, j'accumule l'argent et je paye cash et je ne vais pas aller chercher un prêt. OK? La raison pourquoi je fais ça, c'est que sinon, ça devient difficile de savoir quand arrêter, à quel moment que j'arrête d'utiliser l'endettement pour m'acheter des choses. C'est difficile il faut tirer une ligne dans le sable à un moment donné et l'idée de dire, OK, oui, c'est beau, on peut se payer des belles choses. La seule façon, c'est qu'on va se forcer un petit peu, on va le payer avec l'argent qu'on a déjà gagné. Puis ça nous limite, mais en même temps, ça nous donne une règle simple, claire et rentable aussi, là, parce que l'avantage de tout ça, c'est de ne pas payer de l'intérêt non déductible d'impôt à un prêteur pour des choses qu'on veut acheter. Donc ça reste très important dans tout mon message. Et puis, évidemment, l'idée d'être transparent avec ma stratégie, mes chiffres, c'est aussi vous montrer que je ne fais pas juste le dire, je le fais aussi. Donc, pas besoin de se compliquer la vie en finances personnelles, travailler, épargner, investir. Après ça, si on veut être propriétaire de notre maison, obtenir une hypothèque, la rembourser, puis potentiellement utiliser l'équité de notre maison intelligemment pour investir. Ça reste une belle possibilité. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast.
Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!